Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. Le nom de cet épisode peut vous sembler provocateur et pourtant il est si actuel. Le 12 mai 2026, le SOPK change officiellement de nom et le monde scientifique s'en réjouit. Aujourd'hui, on ne l'appelle plus SOPK, soit syndrome des ovaires polykystiques, mais SMOP, syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Et si ce trouble hormonal ne vous dit rien, c'est pourtant le trouble hormonal le plus fréquent chez les femmes en âge de procréer, touchant environ 10% à 15% d'entre elles. Les manifestations les plus courantes listent entre autres des cycles menstruels très irréguliers, des difficultés à concevoir un enfant, une pilosité accrue sur le corps et le visage, une perte de cheveux sur le crâne, ainsi que des problèmes de peau comme l'acné. Le déséquilibre hormonal affecte aussi la santé mentale puisque les femmes atteintes ont 3 fois plus de risques de souffrir de dépression et d'anxiété, maladie incurable. On ne peut donc techniquement pas lui dire bye bye, mais les symptômes peuvent être traités et des modifications du mode de vie, une alimentation saine, riche en micronutriments, la pratique d'exercice physique notamment, vont pouvoir aider. Ça a l'air simple dit comme ça, mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça ? Donc là, j'ai envie de vous emmener ensemble. On va chercher les solutions qui existent pour mieux vivre avec le SOPK/SMOP. Dans cet épisode, j'ai réuni un casting d'experts 100% féminins, personnellement concernés, qui aident les femmes à vivre avec le SMOP tous les jours. Je vais essayer de poser les questions concrètes, parcours, nutrition, micronutrition, mode de vie. Le but est d'y voir un peu plus clair. Que vous soyez concerné ou non d'ailleurs, puisque selon un sondage fait par RTL, 22% des Français ne savent pas ce que c'est le SOPK, par extension donc le SMOP. Il est alors grand temps d'y remédier et de faire de la prévention, même autour de vous, car une femme qui a un SOPK a plus de risques de développer du diabète de type 2, une stéatose hépatique, mais aussi des cancers de l'utérus, du pancréas et du rein. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est entre de bonnes mains pour ce sujet. Laissez-moi donc vous présenter nos invités. Pauline Insker. Bonjour Pauline. Bonjour Noémie. Lucrétia Bordi. Bonjour Lucrétia. Bonjour. Et Célia Bédiaf. Bonjour Célia. Bonjour à toutes les filles, merci de venir dans cet épisode. Pauline, tu es diététicienne nutritionniste basée à Paris. Tu accompagnes les personnes touchées par des problématiques hormonales, métaboliques, digestives, comme le SOPK, l'hypothyroïdie, l'endométriose ou la dysbiose. Tu as toi-même traversé l'anorexie et vivant aujourd'hui avec un SOPK, tu es convaincue qu'il existe toujours des solutions, même lorsque l'on se sent bloqué par ces symptômes. Célia, toi, tu es naturopathe, réflexologue et sophrologue basée dans les Hauts-de-France. Tu accompagnes les femmes dès les premières règles jusqu'à la ménopause. Spécialisée en SOPK et endométriose, tu proposes d'adopter une approche globale mêlant alimentation, système nerveux, digestion et équilibre hormonal. Sur tes réseaux, tu dis avoir réussi à invisibiliser ton SOPK, donc je compte sur toi pour nous donner tes secrets. Avec plaisir. Lucrétia, toi, tu es nutritionniste installée à Genève, formée en micronutrition et tu es aussi formatrice. Tu accompagnes les femmes avec des problématiques hormonales. Tu as notamment une spécialisation dans le SOPK, l'endométriose et la fertilité. Ton approche allie rigueur scientifique, plaisir de manger, où tu trouves beaucoup d'inspiration dans tes origines italiennes, c'est ça ? C'est vrai. Je trouve qu'on se complète un peu toutes très bien. Et moi, je suis la novice, on va dire, dans le SOPK. Donc, merci d'apporter votre expertise dans ce podcast. Et je sais pas pourquoi, je suis très à l'aise avec vous. Je pense qu'on va bien s'amuser aussi pour éduquer un petit peu aussi nos auditrices et nos auditeurs, j'espère aussi. Est-ce qu'on peut collectivement dire qu'on arrête de dire SOPK? Je sais que ça va être un peu dur à utiliser par habitude. Est-ce qu'il faut dire SMOP ou SMOP? Vous savez pas trop C'est pas facile à dire. Ouais, c'est ça. C'est un peu touchy. SMOP, c'est un peu plus fun. Donc, SMOP. Il y a aussi une petite transition qui va se faire sur 3 ans. Donc, où on peut utiliser les 2 termes en même temps. Donc, aujourd'hui, en réalité, si on veut utiliser les deux quand c'est plus pratique pour nous, ça passe encore. Bon, je dis SMOP alors, ça ira plus vite. SMOP. Ouais. Je vais pas déroger non plus à la règle de mon podcast que je me suis donné, on va dire. C'est de commencer à parler de son
Sunday, de son dimanche, pour apprendre un peu à mieux vous connaître. Donc, je vais faire un tour de ces canapés-là. Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire votre dimanche, ce serait quoi? Pauline Tidigre, quoi? Coffee shop. Famille. Brunch. Coffee shop, c'est étonnant. C'est mon moment préféré. Je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus. C'est prendre un café avec mon bouquin, me lever tôt le matin et voilà, être seule, passer un moment doux et agréable. C'est quoi ton préféré? Là, dans le 18, j'aime beaucoup le tout. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai été dans un café hier, justement, et c'est la deuxième fois que j'y retourne. Incroyable. J'adore le lieu, l'ambiance, le staff est trop gentil, le café est incroyable. Trop bien. Dans le 18. Mais j'ai plus le nom. C'est pas grave. Célia, toi, tu passes du coup ton dimanche en famille? Oui, c'est ça, c'est le moment où je peux vraiment me retrouver avec mon mari, ma fille. On prend le temps le matin, c'est vraiment slowly. On se réveille, on fait des câlins, on prépare le petit déjeuner. C'est vraiment notre dimanche, notre moment en famille. Et toi, Lucrétia, c'est brunch dans un restaurant ou chez toi? Non, chez moi. J'aime bien me réveiller un peu plus tard, du coup, prendre le temps, me cuisiner quelque chose qui me fait vraiment plaisir. C'est différent de la semaine quand tout va un peu plus vite. Donc, je me réveille tranquillement, je me fais quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Et puis, j'ai commencé mon dimanche. J'ai envie d'être déjà dimanche, là, de vous entendre. J'ai envie de faire plein de plans, là. Ça tombe bien, c'est demain. Voilà, c'est ça. Je reviens sur l'actualité rapidement, du coup, sur ce nouveau nom, parce que c'est quand même important en parlant, du coup, du SOPK SMOP. En fait, la différence que j'ai compris, c'est l'ajout du mot métabolique et endocrinien qui fait que c'est un truc un peu plus complexe que seulement gynéco. Lucrétia, c'est ça? C'est ça. En fait, ça a été un gros changement et très positif pour nous tous. Donc, pour nous qu'on travaille justement avec les femmes et puis aussi pour celles qui sont touchées par ces syndromes, parce que on a rajouté justement les noms métaboliques et polyendocriniens. Donc, en fait, auparavant, on se souvient, c'était SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Et déjà là, les noms, ils portaient pas mal à confusion. Pas seulement les médecins qui voulaient poser le diagnostic et puis aussi la prise en charge d'une patiente, mais aussi la personne elle-même qui était diagnostiquée, puisque quand on pense à ovaires polykystiques, on pense effectivement à quelque chose des gynécologiques, donc qui se passe à niveau inflammatoire dans la sphère gynécologique, et on pense aux kystes. Alors, les problèmes des pensées aux kystes, c'est déjà que c'est faux, parce que ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules immatures. Et là, je peux peut-être revenir un tout petit peu sur les cycles ovulatoires pour expliquer de qu'est-ce qui se passe dans les corps d'une femme SOPK ou SMOP. Et justement, on peut penser également, quand on est diagnostiqué avec ces ovaires polykystiques, que c'est quelque chose qu'on peut corriger avec, par exemple, une opération chirurgicale, alors que ce n'est pas du tout les cas. Et les moments où on ajoute polyendocrinien, là, c'est super intéressant parce qu'on va comprendre qu'il y a plein d'autres systèmes autres que les systèmes gynécologiques qui sont impliqués, du coup, dans cette pathologie. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'on pense, et c'est ça aussi ce que j'aime bien penser, me dire que ça va changer, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont, du coup, avoir une prise en charge qui est multifactorielle. Ils vont voir plusieurs spécialistes et ça ne s'arrêtera pas qu'à voir son gynécologue. Donc, ça, c'est super intéressant. Et pour revenir, du coup, au fait que c'est beaucoup plus précis, c'est que là, justement, quand on parlait des kystes, en fait, on pensait que c'était des kystes à niveau ovarien. Et ça portait à confusion énormément des patientes qui ont été diagnostiquées, alors qu'en fait, on parle des follicules immatures. Donc, quand on est dans un cycle ovulatoire, notre cerveau, il va produire des hormones, dont la FSH, c'est l'hormone folliculostimulante qui est sécrétée par l'hypophyse. Et en fait, il y a plusieurs follicules qui vont s'écréer à niveau ovarien. Il y en a à un certain moment qui va mûrir et qui va devenir les follicules dominants. Et avec l'ALH, avec ces pics d'ALH, que c'est encore une autre hormone qui est stimulée par l'hypophyse, il va y avoir l'ovulation. Et à ce moment-là, ces follicules, il peut du coup libérer un ovocyte qui sera fécondé par la suite. Et les problèmes, on va dire, dans une femme SOPK, ex-SOPK, c'est que ces follicules, ils mûrissent jamais. Ils restent toujours un peu coincés à niveau de l'ovaire. C'est la raison pour laquelle, quand on a une échographie pelvienne, on va voir qu'il y a cette forme, en fait, des colliers des perles, ces follicules qui sont tous un peu entassés entre eux et par la plupart, du coup, un volume ovarien qui est un peu plus
augmenté par rapport à la normale. Et du coup, c'est là où on se rend compte aussi que ça crée d'autres problèmes à niveau hormonaux, puisque une ovulation qui aboutit pas et qui peut donner la suite à notre cycle, et ben, ça crée d'autres problèmes après, par la suite. Tu disais qu'il y avait du coup plusieurs... je ne sais pas si on peut dire environnement, mais en tout cas plusieurs domaines du coup touchés. Donc c'est pas juste gynéco, c'est aussi métabolique, endocrinien, etc. Et en parlant avec une amie l'année dernière, j'avais l'impression que c'était dur de se faire diagnostiquer. Ça prenait du temps et c'est peut-être un soulagement aussi d'avoir des mots dessus une fois qu'on le sait, et on peut vraiment se dire bon, maintenant on passe à l'action. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que les femmes découvrent qu'elles ont un SMOP quand elles veulent avoir un projet bébé. Pauline, Célia, vous, comment vous avez découvert que vous étiez atteinte du SOPK? Moi, je l'ai découvert par moi-même et une amie qui me suit, parce que c'est toujours important de se faire suivre quand c'est propre, je pense, problématique. Je me suis donc, on va dire, auto-diagnostiquée avec toutes mes connaissances, du coup, très tardivement, je crois, là, actuellement, j'ai 30 ans, vers les 25 ans. Et j'ai eu une ménage très tardive, autour des 16 ans. Et j'ai toujours eu beaucoup de problématiques de pilosité et d'acné. On m'a toujours proposé beaucoup de traitements, Androcur, spironolactone, la pilule, Slinda notamment, sans du coup chercher la problématique de fond, qu'est-ce que j'avais. Donc, puis à l'époque, c'était pas très connu finalement comme pathologie. Et j'ai fini du coup par mettre des mots dessus via des analyses biologiques, plus du coup une écho, parce que pour moi c'est important, en tout cas dans ma prise en charge pour les femmes qui sont atteintes de SEPK ou de SMOP, c'est d'avoir la symptomatologie, la clinique, le côté analyse biologique et l'échographie. C'est vraiment avec ces trois-là, je pense qu'on peut vraiment savoir. Et c'est grâce à ça que du coup j'ai pu découvrir C'était un mot en fait. J'ai mis un mot sur mes problématiques. Donc je les connaissais, mais ça m'a permis de mettre un mot. Et toi, Célia? Moi, j'ai été diagnostiquée, c'était en 2019. En fait, j'avais pris la pilule pendant des années, donc 5 ans à peu près, parce que j'avais des règles hyper irrégulières. Et ça commençait un peu à me saouler de prendre la pilule. J'avais vraiment mon humeur qui était en dents de scie, etc. Et du coup, une fois que j'ai arrêté la pilule, je me suis rendu compte que j'avais pas mes règles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est quand même bizarre. Donc, je suis partie faire des analyses, échographie, prise de sang, pareil. Et on se rend compte que j'ai énormément de follicules dans les ovaires. Donc, ce que tu expliquais, vraiment, comme si j'avais un collier enroulé dans mes ovaires, et les ovaires très, très gros. Donc, à ce moment-là, on m'explique que c'est parce que je prends du poids, que je devrais perdre du poids et que ça allait pas me porter préjudice pour la suite, qu'il n'y avait pas de traitement et que de toute façon, je devais revenir quand je voudrais un enfant. Donc, à ce moment-là, à 19 ans, mon monde s'effondre. J'avais déjà des TCA, donc c'était très compliqué. Mais je me dis, c'est tout, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas d'impact aujourd'hui. Je veux pas d'enfant maintenant, donc c'est pas grave. Finalement, je me marie. Et à mes 21 ans, j'avais toujours ce truc de les enfants. Comment je vais faire? Donc, je me suis dit, c'est tout, je vais faire mon enfant maintenant. Spoiler, c'était pas maintenant. C'était un mois et demi après. Donc, on était en essai bébé. Et de là, en fait, on m'a vraiment expliqué ce que c'était le SOPK, que j'avais des troubles de l'ovulation, que j'avais toujours pas de règles. J'avais 12 mois sans règles. Et j'espérais tomber enceinte, ce qui n'est quasi pas possible, du coup. Et de là, vraiment, on m'a expliqué par un gynécologue. Donc, j'ai fait en tout 7 gynécologues différents. J'ai dû aller en Belgique voir une naturopathe. Et c'est de là également que ma vocation est venue. Et je me suis dit, moi aussi, je veux aider les femmes et je veux leur faire comprendre c'est quoi le SOPK. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien, finalement. Quand vous avez décrit là, ce qui vous est arrivé, il n'y avait pas forcément les mêmes symptômes. Toi, tu parlais d'abord pilosité, acné, etc. Oui. Et toi, vraiment, du coup, tout de suite, les règles, fertilité. C'est ça, moi, c'était vraiment plus métabolique. Plus... j'avais une prise de poids, beaucoup de fringales. Et moi, je pensais que c'était vraiment dû à mes TCA. Donc, j'ai pas vraiment fait le rapprochement. Et c'est uniquement quand je suis arrivée en projet bébé qu'on m'a expliqué que j'avais une résistance à l'insuline, que le fait que j'avais vraiment des taches un peu sur le corps, c'était dû aussi à la résistance à l'insuline. On m'a parlé du foie gras, etc. Enfin,
des symptômes totalement différents. J'ai jamais eu voilà, d'acné, c'est ça. j'ai jamais eu de pilosité. Donc, J'ai l'impression qu'il y a vraiment une large liste de symptômes qu'on voit pas forcément du coup dans les prises de sang tout de suite ou dans une échographie tout de suite. Peut-être Et du puis, coup c'est ça la difficulté de diagnostic, ouais. on peut avoir aussi des symptômes et les biologies sont clean. C'est ça. pour ça que le plus important, c'est toujours la clinique, les symptômes de la patiente, parce que ça, justement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le corps qui parle et qui le montre. Et moi, du coup, ils ont été camouflés aussi à cause de la pilule. Parce que la pilule camoufle les problématiques. C'est un pansement, quoi. Ouais. Et moi, j'ai eu mes règles tardivement et j'ai direct eu la pilule. Parce qu'on prescrit aujourd'hui la pilule comme ça, quoi. Ouais. Sans Du trop coup, de raison. question un peu ouverte à... Toi, tu l'as auto-diagnostiqué. Ouais. Toi, on te l'a diagnostiqué. Oui. Mais comment on pose le diagnostic, vu qu'il y a autant de symptômes? C'est sur... Aujourd'hui, ça va changer, mais de base, c'est sur les 3 critères de Rotterdam. Donc, il faut avoir au moins 2 des 3 critères. C'est-à-dire soit des cycles irréguliers ou anovulatoires, soit des follicules en excès sur les ovaires, donc je crois que c'est plus de 20 à peu près, ou alors une hyperandrogénie clinique ou physique, enfin clinique ou biologique plutôt, donc soit à la prise de sang, soit par de la pilosité excessive. Enfin, on peut voir aussi sur les réseaux aujourd'hui des femmes qui ont vraiment une pilosité extrême et qui ont mis du temps à être diagnostiquées. Donc aujourd'hui, ce critère est vraiment un critère de diagnostic. Donc 2 sur les 3, c'est Ouais, ça? 2 sur les 3. Et après, j'ai aussi lu que malgré qu'il y a un diagnostic, on dit, voilà, tu as le SMOP, il y a 4 types de SMOP. Est-ce que on peut les citer? Peut-être tu peux commencer, Lucrétia. Il y a 2 types vraiment de catégoriser les SMOP. Donc, il y a effectivement cette manière de les catégoriser selon des phénotypes, donc selon justement la clinique et la biologie. Donc, voir par rapport aux critères de Rotterdam s'il y a un qui est plus visible qu'un autre, etc. Donc, il peut effectivement, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des personnes qui ont une hyperandrogénie qui est très visible, mais avoir des règles qui sont régulières, ou au contraire avoir des ovaires qui sont avec cet aspect multifolliculaire et pas du tout avoir d'épilosité ou d'acné. Donc, il y a un peu ces croisements des symptômes. Et aussi, il y a une catégorisation qui a été faite un peu plus tard, mais qui ça permet en fait de prendre en charge de manière un peu différente les SMOP. C'est par rapport à la cause, on va dire, qui se manifeste le plus. Et notamment, on peut avoir un SMOP qui est métabolique, donc où il y a la plupart du temps cette résistance à l'insuline, hyperinsulinisme, prise de poids, etc. Les SMOP post-pilule, où justement, on remarque qu'après l'arrêt de la pilule, il va y avoir surtout cette hyperandrogénie qui va se montrer de manière beaucoup plus accentuée. Les SMOP surrénaliens, donc où il y a vraiment cet impact aussi, on parlait probablement de stress par rapport à ça, et aussi les SMOP inflammatoires. Donc, ils ont tous un peu leur cause particulière. Et puis, ça, c'est vrai qu'il faut, comme elle disait Pauline, vraiment regarder ce que la patiente ressent. Et même si on n'a pas forcément la même chose à niveau des prises de sang ou quoi, c'est ton corps qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on peut remonter à la cause et on peut travailler de manière plus spécifique, quoi. Et c'est quoi le signal d'alerte qui dirait, là, il faut vraiment aller consulter, parce que moi aussi, j'ai des poils, là, les petites enflures, là, que j'ai envie de retirer, des petits problèmes d'insuline, etc. Mais à quel moment on se dit, là, vraiment, faut aller consulter, Pauline, tu saurais te dire? Dès lors où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, les femmes ont beaucoup d'intuition, je pense, et elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on a justement des cycles irréguliers, de l'acné, de la pilosité, une prise de poids inexpliquée et importante. Qu'importe, de toute façon, il faut consulter. Après, là, la problématique, c'est de trouver le bon professionnel de santé. C'est plus là, parce qu'il y en a un qui pourrait dire perdez du poids et puis ça ira mieux, ou arrêtez de stresser. Stress, hein. Voilà. Vous avez eu, du coup, pardon, je me permets, vous avez eu du coup les cas, en fait, avec toi et un gynécologue qui t'a dit vous revenez quand vous voulez des enfants, mais jusqu'à là, ça va pas, voilà, il y a rien que je peux mettre en place pour toi. Et toi, avec cette histoire des pilules, on t'a proposé la pilule et... Voilà, on m'a proposé la pilule par rapport à mes problématiques d'acné et de pilosité, quoi. Ouais. Et vraiment, sur le moment, ça m'a aidée. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, mon traitement pour l'acné, à un moment où j'en avais énormément, ça m'a sauvée. Parce que quand tu es jeune à l'école et que tu as plein de poils et de l'acné,
Et quand on te traite d'homme, là, C'est dur. c'est hyper dur. Donc voilà, on va pas jeter la pierre non plus là-dessus parce que c'est des solutions. Mais le tout après, c'est de chercher qu'est-ce qui va pas, quoi. C'est ça. Et pour moi, en tout cas, du coup, pour le travail avec de nombreuses patientes, tout est relié. Toutes les causes, c'est un peu le qui de l'œuf et de la poule, en fait. Lequel a commencé à capoter. C'est ça qui est pas facile à comprendre. Et finalement, est-ce qu'on a besoin de le comprendre ? Ce qui est important, c'est de prendre en charge les patientes. Mais pour moi, tout est relié sur toutes les problématiques du SMOP. Et parfois même depuis l'enfance, hein, on s'en rend pas compte, mais en fait, déjà, il faut se dire que quand on est dans le ventre de notre mère, toutes nos follicules sont là. Et même déjà, tout notre système reproducteur se met en place. Donc même dans l'enfance, parfois, on a des... Pour vous donner un exemple, moi, j'ai eu mes règles, j'avais 9 ans. Donc toi, tout à l'heure, tu parlais d'avoir tes règles à 16 ans. Ouais. Moi, j'ai eu mes règles à 9 ans. Et à ce moment-là, il n'y a aucun médecin qui s'est dit « Oh, c'est bizarre ». Alors que 9 ans, ça reste relativement jeune pour être menstruée. Donc parfois, chez certaines femmes, ça se manifeste dès l'enfance, en fait. Elles vont avoir parfois de la transpiration excessive alors qu'elles sont toutes jeunes. Et ça, c'est gênant. On est à l'école, on se dit « Bah mince, mes copines, elles transpirent pas. Bah mince, mes copines, elles n'ont pas de poils sur les jambes. » Donc c'est des choses qui peuvent vraiment arriver très tôt, parfois même par rapport à des traumatismes. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et en fait, comme tu dis, essayer de comprendre d'où ça vient, parfois, c'est pas très important. Il faut juste comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui cloche et comment on peut intervenir dessus concrètement. Donc, toujours chercher une solution, une cause au SOPK ou au SMOP, c'est pas tout le temps utile. Et parfois, est-ce que le corps est vraiment prêt à connaître la cause ? C'est un peu compliqué. Hein. Je disais tout à l'heure que c'était une maladie incurable, mais toi, tu peux le guérir, en tout cas, on dirait. Comment tu expliques ça ? Je parlerai pas de guérison, mais plus de rémission. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en soi, j'ai totalement visibilisé mes symptômes du SOPK. Les symptômes que moi, je pensais dérangeants. Donc, au moment où je me suis fait diagnostiquer, j'avais vraiment un ratio LH-FSH que tu expliquais tout à l'heure, qui était totalement déséquilibré. Donc, sans donner les biomarqueurs, mais c'était totalement déséquilibré. Aujourd'hui, mon ratio est à 1. Donc, ma FSH, ma LH, elles sont au même niveau. J'avais une résistance à l'insuline qui était à plus de 9. Aujourd'hui, je suis à 1,3. Donc, j'ai vraiment... Sur l'index OMA oui. J'ai vraiment totalement baissé mon indisoma, ma résistance à l'insuline. J'ai plus de poids à perdre, selon moi. Enfin, je me sens très bien dans mon corps. Et la plus grande réussite, j'ai réussi à avoir ma fille naturellement, sans aucun traitement hormonaux, sans aucun passage en PMA. Juste grâce à la naturopathie et en écoutant mon corps, j'ai principalement travaillé sur mon système digestif et j'ai eu une grossesse spontanée, naturelle, après 6 fausses couches. Pour moi, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Trop forte. Ouais, c'est fou. Vraiment incroyable. Je pense que ça fait plaisir aussi d'avoir un témoignage d'espoir comme ça, surtout quand on sait qu'il y a plus de 20% des femmes qui pourraient être touchées. Et du coup, je me suis renseignée pour ce podcast et je suis rentrée dans un tunnel de contenu Insta, mais d'entraide. C'était vraiment très sororité, à donner des conseils, etc. Mais vraiment, du coup, il y a un peu de tout. Il y a des patientes, il y a des médecins, des gynécos, des sages-femmes, des naturaux, des biologistes, des scientifiques. J'ai vu de tout. Des labos aussi. Alors, j'ai fait une liste, en fait, de tout ce que j'ai pu voir sur le SMOP. Et j'aimerais bien qu'on vérifie le contenu ensemble. Parce qu'il y a un peu de tout aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai listé des phrases et j'aimerais bien que vous me disiez vrai ou faux. Mais pour pas qu'on parle tout en même temps, je vous ai fait des pancartes. Ok. C'est trop stylé. Et il y a du but de gens dans le podcast. C'est fait maison, toi. C'est trop bien. Merci. J'adore. Mais c'est trop cool. Comme ça. Si c'est nuancé, on peut mettre comme ça. C'est l'heure du débat. C'est trop compliqué. Je vous laisse du coup répondre pour chaque phrase que je vais lister. On commence par la première. On ne connaît pas vraiment les causes de l'apparition du SOPK, donc c'est difficile de le traiter. Ah, vous êtes toutes d'accord sur faux? Oui. Bah, en fait, pour moi, c'est un tout petit peu à nuancer. Donc, c'est pour ça que j'ai mes faux. Les causes, aujourd'hui, quand on va voir les symptômes et qu'on s'écoute, etc., on peut les trouver, en fait. On parlait tout à l'heure même du fait qu'on peut classifier les SOPK
par justement cause principale. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué à diagnostiquer, mais si on se connaissait un peu mieux sur comment du coup donner des solutions, c'est pas un problème. Ensuite, je passe à la deuxième. Il n'y a pas de traitement pour soigner les causes du SOPK, on peut juste soulager le symptôme. Ouais. Ouais, c'est un peu entre c'est deux. Aucune a pu vraiment se dire vrai ou faux. Du point de vue médical, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas encore quelque chose à proposer première intention, comme on a dit, il y a la pilule, il y a plein d'autres choses, mais qui ne sont pas du coup quelque chose qui va soigner, ils vont juste masquer. Après, faux, parce que du coup, c'est vrai qu'on peut clairement soulager les symptômes avec des choses. Oui. D'où le... Voilà, un truc. Ensuite, on peut prendre des traitements hormonaux pour soulager les symptômes. Ah, pas trop sûr, mais toi, tu dis vrai. Moi, pour soulager, justement, parce que c'est ces mots soulager, mais moi, je suis la première qui n'est pas trop d'accord avec ça. Mais comme elle disait Pauline, justement, quand tu as des symptômes qui sont très présents et tu as envie quand même de Il faut avoir la capacité et peut-être le budget aussi financier de pouvoir s'investir sur sa problématique médicale, quoi. Et tout le monde n'a pas la capacité mentale ou financière ou que sais-je, ou trouver le bon professionnel pour se faire accompagner. Donc, ça peut soulager. C'est exactement la même chose pour les patients qui ont de l'endométriose et qui souffrent énormément. Voilà, ça soulage un temps, mais il faut trouver quand même. Donc oui et non. Donc, c'est pas très durable, on va dire. Non, c'est un peu l'effet cocotte minute. Moi, c'est ce que je répète toujours, c'est on met un couvercle sur les symptômes, ça dure un temps, 6 mois, 1 an, 3 ans. Voilà. Par contre, le jour où on enlève, on a le SOPK post-pilule, quoi. Donc, Et c'est encore pire parce que après, on peut parler un peu plus des médicaments, mais il y a eu des choses en plus qui ont encore plus abîmé ton terrain et c'est encore pire qu'avant parfois. L'effet rebond de des traitements. Ensuite, le SOPK, c'est le nouveau cortisol pour vendre des programmes et des compléments. Ah ouais. Vrai, faux. Vrai, faux, vrai. Vous dites plutôt vrai. Ouais. Beaucoup de bullshit quand même. Ouais. Beaucoup de marketing, beaucoup de... On aime bien jouer sur la souffrance des femmes pour vendre. Et ça, c'est quelque chose... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il y a encore 3-4 ans, on n'entendait pas parler du SOPK, ça vendait pas. Aujourd'hui, on en entend parler. Bizarrement, il y a beaucoup de marques qui se mettent à vendre des tisanes miracles, des produits mieux que tel ou tel médicament. Mais c'est bien qu'on en parle aussi. Oui. En fait, c'est ça. On en parle plus, mais à chaque fois, de toute façon, beaucoup de marketing. C'est ça. Moi, j'ai même vu des comptes, je ne sais pas si vous avez remarqué sur Insta, mais des profils des personnes qui essayaient de faire ils essayaient de toucher une niche. Et dès que les SOPK, on en a parlé un peu plus, ils ont changé clairement leur approche et ils ont commencé à parler à des femmes SOPK. Et tu te rends compte que ça peut vite être un argument marketing. Mais de l'autre côté, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que plus on en parle, mieux c'est. Oui, c'est sûr. Si on est en surpoids, il faut simplement essayer de perdre du poids. Oh là. Sans hésitation. C'est la première chose que les gynécos t'ont dit de faire, non ? Oui. Ils m'ont dit de perdre du poids. Pourquoi c'est une solution pour eux ? En fait, quand tu perds du poids, ils te demandent de perdre 5% de ton poids pour améliorer ta qualité ovocytaire. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est à nuancer, mais en gros... ta qualité ovocytaire s'améliore quand tu perds du poids parce qu'il y a moins de cellules à gérer. Enfin, il y a moins de choses à faire. C'est moins grand, moins gros, moins vaste. Donc, forcément, c'est mieux de perdre du poids. On demande toujours de perdre... Même quand on passe en PMA, on demande toujours de perdre entre 5 et 10% du poids pour entrer en PMA. Moi, j'ai beaucoup de femmes en accompagnement, parce que j'accompagne les femmes en fertilité, qui sont en PMA et qui se voient refuser l'entrée parce qu'elles font... un IMC qui dépasse 30, 35. Donc, on baisse l'IMC et après, on peut parler fertilité. Alors que c'est faux. Pauline, qui est diététicienne, nutritionniste, tu dois aussi voir ces femmes-là. En fait, je pense que la problématique, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que on parle d'obésité. Ça montre qu'il y a un déséquilibre hormonal. Donc, je trouve ça fou qu'on refuse l'accès alors qu'il y a une problématique de fond et il faut qu'elle soit réglée. Et souvent, il y a de l'inflammation, quoi. C'est exactement ça. Je trouve ça scandaleux. Mais oui. Et puis même, parfois, il y a de l'obésité, il y a des TCA. Comme tu dis, c'est des choses qui sont
qui sont nécessaires à prendre en charge, peut-être en hôpital, en centre de PMA, mais est-ce qu'ils ont ces moyens-là aussi de prendre en charge? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont les effectifs nécessaires? Ça aussi, ça à remettre en question, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tapent du doigt, qui tapent sur les doigts des hôpitaux, des cliniques, etc. Mais est-ce qu'elles aussi, elles ont les moyens de nous accompagner, ou est-ce qu'elles ne sont pas bloquées dans la fertilité et les traitements hormonaux? C'est aussi à nuancer. Et leur formation pour travailler, moi, avec plusieurs gynécologues qui prennent en charge certaines de mes patientes, ils ne sont pas formés. Non, c'est ça aussi. Ils ne sont pas formés à ça, que ce soit l'endométriose ou le SMOP. Il y a très peu de professionnels qui sont formés. Il faut se former en plus, quoi. Oui. Et ça va être vraiment, je pense, obligatoire pour tout. Mais ils n'ont pas le temps. Quand tu vois aujourd'hui un gynécologue, pour avoir une prise en charge, il faut attendre 6 mois. Exactement. Alors qu'il était dans l'urgence, dans les mal. Tu te dis, est-ce que ils sont vraiment tous prêts à se remettre en question et à apprendre? C'est un peu plus complexe que... Ouais, c'est ça, parce qu'on parle des praticiens qui sont pas top, etc. Donc oui, il y a des praticiens qui sont horribles, qui ont des violences gynéco, etc. On remet pas en cause. Mais il y a aussi des praticiens, comme je dis, qui n'ont pas le temps, qui sont pas formés et qui manquent aussi d'informations sur ce terrain-là. Donc on peut pas non plus leur en vouloir. C'est un travail à faire collectif. Il faut pas mettre tout le monde dans les mêmes paniers. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être avec des gynécologues qui étaient super ouverts à apprendre. Oui. Et comment je leur envoyais des patientes, du coup, avec des petits traitements au niveau micronutrition, nutrition, et qui voyaient réellement qu'il y avait une différence. Ils étaient là, comment t'as fait? Dis-moi tout. Et ils ont envie, quoi. Donc... faut s'ouvrir aux autres et partager nos connaissances, qu'on soit dans la nutrition, dans la naturopathie, dans la gynécologie. On veut tous la même chose. C'est un travail d'équipe en soi. C'est ça. Exactement. Travail d'équipe. Amen. J'aimerais bien avoir votre équipe, du coup. J'aimerais bien être patiente et avoir votre équipe avec moi. Il me reste 2 phrases. La prochaine, c'est la grossesse, c'est le meilleur traitement naturel du SOPK. Enfin, tu n'as pas d'avis, Pauline? Je sais pourquoi. J'ai pas la réponse. Ouais. Okay. Non. Moi, si je peux, alors je dirais faux dans le sens où c'est pas normal qu'on te dise que la grossesse va soigner ton SOPK, et on l'entend énormément, et ça c'est pas normal. Oui. Mais de l'autre côté, c'est vrai que hormonalement, une grossesse travaille comme une pilule. Okay? Donc en fait, elle va cacher les symptômes. Il y a la progestérone qui est toujours là, toujours présente. Il n'y a pas de règles, donc il n'y a pas de souci d'ovulation, etc. Et donc d'un côté, c'est vrai que ça peut agir comme un traitement, encore une fois entre guillemets, parce qu'on l'a vu, la pilule, c'est pas du tout la solution au problème, mais ça peut un peu soulager, mais à aucun moment, il faudrait que ça soit proposé comme... Mais c'est en plus la grossesse. Oui, et puis... c'est ça. Puis après la grossesse, il y a le postpartum. Ça, on n'y pense pas, la chute d'hormones. C'est un changement pour le corps. Donc, si on s'est dit, OK, je vais être enceinte pour guérir, et qu'on se retrouve en postpartum avec des poils, parce qu'il y a des femmes non SOPK qui se retrouvent avec des poils en postpartum, de l'acné, une baisse de lactation, du mal à allaiter ou du mal à s'occuper de son bébé, une fatigue, une dépression... Le postpartum est déjà assez compliqué, donc si en plus on compte sur lui pour guérir le SOPK, c'est encore une fois réduire la femme à procréer, et ça je suis totalement contre. Et puis tu vas proposer ça à une femme qui a probablement déjà des l'hypofertilité, donc elle a déjà aussi de la difficulté à procréer, donc pour elle c'est aussi peut-être dur, donc du point de vue éthique et humain, c'est quand même lourd parfois. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que les femmes SOPK, dans la plupart des cas, elles sont aussi beaucoup plus sujettes à faire, par exemple, du diabète gestationnel, elles ont des risques de prééclampsie, des accouchements prématurés. Donc, c'est tellement ça ramène d'autres problèmes, quoi. Exactement. Mais rien que pour prendre mon exemple, moi, on m'avait dit aussi pendant la grossesse, mais tu verras, tu seras guérie. J'ai fait du diabète gestationnel et j'ai accouché à 7 mois et demi de grossesse. Et quand je posais les questions, je me disais, mais non, mais il n'y a pas de raison pour laquelle tu as accouché à 7 mois et demi. Et finalement, par la suite, j'ai appris que oui, le SOPK, comme tu dis, peut faire des accouchements prématurés. Pour mon cas, ça s'est très bien passé. Ma fille n'a pas été en néonate, tout s'est bien passé. Mais ça reste un facteur à prendre en compte. Donc, compter sur ça pour guérir, pas ouf. C'est assez léger. Hein. Je passe à la dernière. Il n'y a pas de preuves suffisantes pour recommander l'inositol dans le traitement du SOPK. Pas trop faux pour toi, alors que les filles, Pauline et Lucretia, elles disent faux direct. On n'a pas je dirais pas les études, mais on n'a pas assez de recul, si je puis dire ça comme ça, côté scientifique. Donc nous, on a les preuves avec nos patientes, avec nos clientes, que ça se passe très très bien. Mais est-ce que d'un point de vue scientifique, ça a été certifié, documenté
Du coup, c'est un peu l'entre-deux en ce moment, c'est ça? Moi, j'ai trouvé quelques études. Après, les problèmes des études, c'est toujours qu'ils peuvent être financés C'est ça. par tous ces paquets. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même fait des recherches, j'ai quand même trouvé des choses intéressantes. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vrai que finalement, quand on propose ça et que ça arrive à soulager, à changer des vies, c'est qu'il y a pour quelque chose, tu vois. Est-ce qu'on a besoin finalement De l'approbation de se Oui. dire, ouais. Mm. Surtout que la plupart des études sont toujours et sur les hommes et toujours sponsorisées. Il y a toujours par- un Exactement. Tu vois. Exactement. Toujours un truc. C'est ça. L'année dernière, j'ai fait un épisode sur l'endométriose et j'ai l'impression que l'endométriose, c'est un peu dans le même bateau que le SMOP. C'est incurable, on donne la pilule, c'est fini, le suivi. Voilà. C'est tout. Alors qu'apparemment, il y a plein de choses à faire en micronutrition, nutrition, mouvement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous, dans vos consultations? Lucrétia, peut-être tu peux commencer? Ça, c'est un sujet qui va un Il peu est me touchy, déstabiliser. Il a peut-être. En fait, si déjà on veut rappeler pourquoi on propose la pilule, parce que c'est vrai qu'on en a un peu parlé par-ci par-là, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça reste quand même les traitements de première intention pour les SPK. SMOP. Et il faut savoir aussi qu'on propose des pilules des 3e génération, donc ce sont des pilules très spécifiques où en fait ils contiennent un peu des anti-androgènes, si on peut les appeler comme ça. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui va soulager les symptômes parce qu'effectivement, elle fait ce qu'on lui demande, elle va travailler sur cette diminution des symptômes qui sont visibles, elle va bloquer l'ovulation. Donc déjà, pour la pilule, moi, à chaque fois que je me parle avec mes patientes, et j'aime bien dire ça, c'est vraiment, il faut rappeler que la pilule, elle ne va pas régulariser ton cycle, parce qu'on l'entend beaucoup. Il y a aussi des gynécologues qui, parfois, malheureusement, ils disent « Ah, la pilule, tu la prends, elle va régulariser ton cycle, tu n'auras plus d'acné. » C'est parfait, on dirait. Mais la solution géniale, non, c'est incroyable. Et en fait, finalement, non, ça régularise rien du tout. La pilule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe cet axe cerveau-hypophyso-ovarien. Donc, vraiment, il bloque cette connexion entre ton cerveau et nos ovaires qui produisent du coup les hormones pour qu'on ait un cycle ovulatoire normal. Et les cycles, il est plus là, il est à plat. On a des hormones de synthèse qui sont présentes à dose constante. Même les saignements, c'est quelque chose de faux. Ça s'appelle un saignement des privations hormonales. Donc, c'est vraiment cette petite chute, on va dire, hormonale de l'hormone de synthèse. Quand on arrête la plaquette, quand on fait la petite pause des placebos et on voit des espèces de saignements du coup, voilà. Mais ça va pas du tout régler la cause. Et c'est là où justement c'est super important parce qu'il faut parler du fait qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Si on ne veut pas prendre la pilule, si on veut prendre la pilule, moi pareil, je suis un peu entre deux parce que je comprends que ça soulage et que ça fasse du bien. De l'autre côté, on peut prendre la pilule et essayer de travailler en amont pour que quand on l'arrête, il n'y ait pas de surprise. Et de l'autre côté, on peut aussi dire non, moi je veux faire sans pilule parce que voilà, tu n'es pas obligé aussi d'accepter un traitement, même si c'est un médecin qui te l'a proposé. Il faut que tu t'écoutes. Et on peut travailler en amont avec l'alimentation surtout, la micronutrition, avec la gestion du stress, enfin, on en parlera, je pense, plus dans les détails, la santé du microbiote, etc. Mais voilà, je trouve quand même que c'est important de parler du fait qu'il n'y a pas à suivre... il n'y a pas à accepter ces traitements si on ne le sent pas. Et pas que la pilule, il y a, tu as parlé d'Introcure, spironolactone, ce sont tous des traitements médicamenteux, mais qui sont très lourds aussi sur le corps. Il ne faut pas oublier que la pilule, déjà, c'est quand même classé cancérigène des premières catégories. L'Introcure, elle augmente les risques des méningomes. Donc, ce sont des tumeurs bénignes, même du cerveau, mais ça peut avoir des risques. Et voilà, chaque médicament, il n'arrive pas... neutre sur notre corps. Donc, Et toi, tu as arrêté la pilule? Ouais, j'ai tout arrêté. Ouais, et tu as fait une transition? Non. Non. T'as juste arrêté j'ai juste arrêté. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de traitements. J'ai eu un traitement de fond aussi pour des migraines. Vraiment, à chaque fois, c'était un bêta-bloquant quand même. En fait, ça paraît simple. Tiens, prends cette pilule-là, ça va arrêter. Mais en fait, c'est lourd de conséquences sur notre santé et notre santé future.
Et j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain parce que je ne voulais plus rien dans mon corps. Et je m'étais prise en charge aussi avant. Et c'est ce que je dis aussi à mes patientes. Ne t'inquiète pas, si tu veux arrêter la pilule, on va d'abord réguler, travailler le terrain, voilà, le terrain, l'inflammation, etc. Comme ça, tu auras moins cet effet peut-être rebond que tu pourrais avoir. Ouais. C'est quoi l'effet rebond du coup de la pilule ? Ça aggrave les symptômes qui étaient déjà présents. On peut avoir beaucoup plus... on peut avoir encore plus d'acné, encore plus de pilosité, une prise de poids, parce que le corps, ça fait des années qu'il tourne avec des hormones de synthèse. Donc, et les problématiques sont encore là. Ouais. Et puis la pilule, il ne faut pas oublier elle utilise quand même les mêmes voies métaboliques et certains nutriments. Donc la plupart du temps, quand tu arrêtes la pilule, tu as des carences qui étaient, tu vois, tu n'étais pas au courant. Elle augmente, du coup, on a dit, les risques aussi thromboemboliques. Donc ça peut créer de l'inflammation. Enfin, ça crée de l'inflammation de base. Ça travaille sur ton foie parce que du coup, c'est quelque chose qui te donne à dose constante tous les jours. Et ton corps, il doit métaboliser ça, il doit nettoyer ça. Et ouais, l'acné, surtout, la partie vraiment androgène, c'est ce qui ressort les plus. La pilule a cet effet un peu anti-androgène, vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes parce que ça peut être un peu plus spécifique, mais ça baisse justement temporairement les androgènes. Et les moments où tu l'arrêtes, ça fait ça remonte. Pouf, comme ça. Et du coup, c'est un peu ça l'effet de rebond. Donc, tac, et il y a tout qui remonte. Je vois mieux. Maintenant, on peut passer à ma prochaine liste. Vous pouvez reprendre vos pancartes. Encore une fois, j'ai vu plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, j'ai entendu plein de trucs, surtout sur les actifs en micronutrition. Et du coup, j'aimerais bien qu'on sache quels seraient pour vous les actifs qui sont vraiment utiles, donc vrais, ou pas vraiment utiles, du coup faux. Souvent, j'ai remarqué que les actifs, c'est compliqué. Ils avaient tous un peu un point commun. Ils étaient plutôt tous sur l'accompagnement, sur la glycémie, les hormones, l'inflammation un petit peu stress oxydatif. Ça m'étonne un peu moins glycémie, hormones, parce qu'on en parlait, c'est même dans le nom, etc. Inflammation, stress oxydatif, j'étais pas trop sûre. Pauline, peut-être tu peux dire. En fait, c'est complexe comme sujet et surtout que moi, je suis convaincue que c'est pas un complément qui va changer considérablement la chose. C'est un protocole particulier déjà de compléments et c'est surtout l'alimentation, l'hygiène de vie en plus en fait. Après, il y a des trucs spécifiques par rapport au stress oxydant, par rapport au côté, je vais un peu rentrer dans le détail, mais inflammation, mitochondrie, optimisation cellulaire qui est très très important justement par rapport au stress oxydatif. On peut avoir par exemple le Q10 ou l'alpha-lipoïque, on peut avoir des petits trucs spécifiques comme ça. Et surtout, l'inflammation, par exemple, le curcuma va très très bien fonctionner pour l'inflammation, notamment pour les règles douloureuses. Mais si on ne règle pas la cause de l'inflammation, qui est toujours, pour moi en tout cas, au niveau intestinal, les compléments, ça va soulager, mais ça ne va pas réduire considérablement l'inflammation, quoi. Sinon, on aurait un traitement déjà de prix, en fait. Exactement. Donc, c'est parti. Vrai ou faux, voilà. Vrai ou faux, cet actif est utile. L'inositol, mais avant que vous me répondiez, dites-moi juste, c'est quoi la différence entre myo-inositol et déchiro-inositol ? J'ai pas compris. Ouais, ce sont deux molécules plus ou moins presque pareil, mais en fait, il faut qu'ils travaillent dans un ratio, idéalement 41, pour qu'ils aient un effet de coup sur l'ovulation, sur le métabolisme, etc. Mais c'est une structure biochimique différente. C'est deux chimiques. Du coup, inositol, on parle duquel quand on dit inositol ? La plupart du temps, je crois que les études, c'est le myo-inositol. Ils le vendent plus cher, le déchiro. Ouais. Le myo, je pense que c'est le plus gros dans tous les cas. Dans le 41, c'est le myo qui est vraiment avec le plus gros ratio. Il doit être présent, c'est le plus important. Donc on dit myo-inositol, utile ou pas ? Oui. Vous êtes toutes d'accord sur ce point-là ? Oui. Célia ? Oui, pour moi, le myo-inositol, comme je disais tout à l'heure, c'est celui où j'ai le plus de résultats sur la majorité des clientes avec qui je travaille. Peu importe le type de SOPK, le type de femme, l'âge qu'elle a, j'aurai les résultats escomptés. Donc, pas toujours les mêmes résultats chez les mêmes personnes. Mais il y en a pour qui ça va améliorer légèrement la fertilité. Il y en a pour qui ça va jouer sur la résistance à l'insuline. D'autres pour lesquels ça va aider sur le foie et le soutien du foie. Donc, c'est un bon complément. C'est un petit couteau suisse. Ouais, je l'appelle comme ça. Exactement. Couteau suisse. On passe ensuite à la vitamine D. Oui.
C'est vraiment... Ah oui. Oui. Ah ouais. Niveau longévité, niveau mitochondrie, niveau osseux, c'est Immunitaire, hormonal, immunitaire. Quand on sait Indispensable. que l'inflammation, c'est une grosse problématique. Pour moi, c'est la problématique de toutes les problématiques, de toute façon. Que ce soit smoke ou autre, la vitamine D, c'est obligatoire. Ah oui. Et puis il y a eu des petites Mais études. Pardon. Excusez-moi. Doser Oui. en biologie parce que se supplémenter pour moi en vitamine D sans connaître son taux, ça peut être problématique parce qu'un excès de vitamine D, c'est pas bon non plus. C'est clair, Exactement. je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques études quand même qui ont montré que les femmes qui ont le SOPK, elles sont quand même très souvent carencées. Oui. Et voilà. Ensuite, vitamine E. La question, c'est indispensable ou Non, utile. Ça peut être utile. Utile, oui. Bah, c'est lent. Utile, oui Ouais, et c'est non. lent. Ça va dépendre. Toi, tu dis plutôt moi, vrai, j'en ai les filles, besoin. pas forcément. Pour moi, c'est soutien de la progestérone. Soutien de la progestérone. On parlait tout à l'heure de stress oxydant, antioxydant. Moi, vitamine E. Pas toujours pour toi. Pas en première intention. Oui, faut voir Ouais. sur C'est les ça, biologies ouais. déjà aussi si la vitamine E est basse. Et puis après, quand il y a une hyperœstrogénie, une dominance en oestrogène, elle est anti-aromatase, donc elle va permettre de réduire l'activité de la conversion en oestrogène. Donc quand il y a une dominance comme ça œstrogénique, on peut voir aussi, on le voit beaucoup sur les endométrioses, mais aussi chez les femmes qui ont un SMOP, c'est utile. On passe à oméga 3. Hein, Toutes vraies, sauf toi, Pauline. je préférais que mes patients les mangent. Ah oui. Je préférais qu'ils mangent des poissons gras que... J'avais l'épisode d'avant, Castronovo, Docteur Castronovo, qui disait que c'était plutôt pollué les petits poissons gras aujourd'hui, donc toujours, vaut il y a mieux pas les manger. Toujours risque-bénéfice et toujours différents sons de cloche. Hein. Moi, moi qui travaille du coup beaucoup la diététique avec mes patients, le fait de manger des poissons réduit aussi l'apport de viande. Et pour moi, une surconsommation de viande peut être... La viande n'est pas directement pro-inflammatoire, mais sa consommation en excès peut l'être. Surtout quand on a une mauvaise capacité digestive. Donc le fait de manger des poissons, pour moi, ça permet d'équilibrer ce ratio, surtout qu'on peut aussi avoir des informations sur la pêche des poissons, mais c'est toujours risque-bénéfice, l'alimentation, et de tout de manière générale. On passe à berbérine. Utile, hein, oui. Plutôt vrai pour toi, Lucretia? Oui, plutôt du coup dans les cas d'un SOPK avec une résistance à l'insuline. La berbérine, c'est quand même une bonne aussi alternative à la metformine qu'on entend toujours être proposée également comme première intention. Mais oui, elle a fait ses preuves en fait. Voilà, toujours bien dosée, toujours regarder d'où ça vient, faire attention évidemment. Et puis surtout, c'est faire accompagner parce que la berbérine, c'est pas anodine en fait. C'est quand même quelque chose qui a un pouvoir hypoglycémiante. Donc il faut se faire suivre. Il ne faut pas la prendre juste comme ça. On entend seule si on a la metformine. Exactement. On entend plein de choses maintenant, en plus qu'elle est un peu commercialisée du point de vue marketing. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Mais ouais, il faut faire attention et se faire surveiller. Mais elle est utile. Quoi. Oui, elle est très utile aussi comme antimicrobien, donc pour les dysbioses. Et elle permet aussi d'améliorer le ratio au niveau du bilan lipidique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui accumulent leur cholestérol, qui ont un SMOP. On passe au chrome. Plutôt... Ah, vous êtes toutes moyens, sauf toi, Célia, qui dit plutôt vrai. Oui. Bon, dans mes accompagnements, j'ai énormément de femmes du coup avec des résistances à l'insuline et le chrome fonctionne très bien en association avec la berbérine. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose que je mets en première intention. C'est pas aussi simple que la berbérine pour moi quand on a une résistance à l'insuline, mais franchement, ça fonctionne plutôt bien et même pour les neurotransmetteurs, je trouve ça hyper intéressant. On passe à un classique, le magnésium. Ah bah. Tout le monde est vraiment La très base. clair dessus. La base. S'il est bien formulé, par contre. Ouais, voilà. Bien S'il sûr. est bien formulé, bien assimilé, c'est hyper important. Un nom un peu farfelu, le palmier nain, Saut-Palmetto. Oui. Alors, Plutôt vrai pour toi, Célia, mais Pauline, Lucretia, j'ai mis un vous peu êtes entre deux. pas sûre. Plutôt vrai, parce qu'il a fait ses preuves par rapport à quand on a un SOPK avec hyperandrogénie. Mais c'est une plante qui peut... Ouais, il faut faire attention à l'équilibre estrogène-progestérone. Elle peut vite déséquilibrer. C'est un peu... Ouais. T'es d'accord, ouais, toi, Pauline? C'est pas, c'est efficace, mais je l'utilise pas. Je préfère d'autres molécules, personnellement.
On passe à vitamine B. Ah bah. Plutôt vrai, ouais. Toutes. Ouais. Ah, mais un grand indispensable. Ah oui, La oui, oui. méthylation, On n'en parle pas souvent, Ah oui, oui, oui. pourtant, Ah, mais des c'est vitamines B. obligatoire. Ah, si, même en fertilité, c'est tellement... Obligatoire. On En a beaucoup de fertilité, carences, la c'est méthylation, la c'est B12, la ultra. B9. Oui, mais par contre, pareil, doser toujours, et notamment sous forme méthylée, Ouais, toujours ça. aussi pour l'absorption, parce que moi j'ai aussi des patientes qui ont trop de B12, donc faire attention quand on prend des complexes de vitamine B, je pense aussi à doser, même quand on prend un magnésium avec de la B6, rajouter de la B6 pareil, en excès c'est problématique, donc toujours faire attention au ratio quoi. On passe au zinc. Ah oui. Ouais, vous êtes tous d'accord. C'est comme le magnésium. Ok. Ouais. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Pauline, la coenzyme Q10. Ah oui. Oui. Donc sur... Oui, beaucoup, surtout sur l'hypercholestérolémie, vraiment fonction mitochondriale. En fait, si nos cellules ne fonctionnent pas bien, nos organes ne vont pas bien fonctionner et on aura des symptômes. Exactement. Même en fertilité, pour souvent l'inverse, on va dire, du SOPK pour l'IOP, donc l'insuffisance ovarienne précoce, travailler avec la coenzyme Q10, c'est encore une fois travailler sur La qualité ovocytaire, les mitochondries, etc. Donc forcément, on a de très beaux résultats avec la coenzyme. Il m'en reste encore quelques-uns. Rhodiola rosea. La rhodiole. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Ouais. C'est une plante adaptogène, elle est super sympa. Elle travaille sur les surrénales, elle a un travail sur les cortisols. Après, là, pareil, il faut regarder quel type de SOPK tu as. Est-ce que ton cortisol il est complètement effondré? Est-ce que tu peux travailler encore avec un adaptogène ou pas? Mais ouais. Les filles, vous utilisez pas trop? Ça dépend sur qui c'est adaptogène. Je préfère toujours prendre mes précautions quand on parle de plantes adaptogènes. Moi, je préfère soulager le système nerveux via des actions quotidiennes, notamment la respiration, via le magnésium, le myo et la théanine. Voilà, je préfère partir là-dessus. On passe au NAC. Oui. Vous êtes toutes Indispensable d'accord, pour moi. ouais. Ah oui. Oui. Ça aide pour le foie, ça aide pour les hormones. C'est un bon antioxydant. C'est franchement la NAC incroyable. Ensuite, on passe aux plantes, malgré qu'il y ait pas mal de détracteurs dans l'utilisation des plantes. J'ai aussi lu qu'il fallait pas non plus sous-estimer les infusions ou des plantes du coup, qu'on pourrait inclure dans l'alimentation. Est-ce que vous pourriez me dire, du coup, si ce serait utile, la menthe, la spearmint? Vous êtes toutes vraies, ouais. Oui. Laquelle? La menthe poivrée. Ouais. Ah, la menthe poivrée. Ouais. Oui. Oui. Menthe verte, moi j'aurais plus dit sur Ouais, la menthe partie. verte, Menthe poivrée, c'est plus une plante froide en médecine traditionnelle chinoise qui va beaucoup aider, notamment sur le système nerveux ou les reflux. Et la menthe verte, plutôt sur l'hyperandrogénie. Voilà, donc concerne plus le SMOP. En fraîche ou en tisane? Même en infusion, ouais. 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 Ensuite, j'ai la cannelle. Oui. Vous dites La toutes cannelle vraies. de Ceylan, par contre. Ah oui. Ouais. Pas la cannelle chinoise, je crois que c'est ça l'autre. C'est une cannelle plutôt classique. Moi, je sais que j'utilise uniquement celle de Ceylan. Elle est beaucoup plus efficace sur la résistance à l'insuline et elle est, limite les fringales. Donc, j'aime bien l'ajouter dans l'alimentation de mes clientes, pareil, dans une compote, dans une préparation de pâte à crêpes, peu importe. Quand elles aiment le goût, faut en profiter et essayer d'avoir, c'est en moyenne une petite cuillère à café par jour. Ah oui, quand même. Si on peut, si on y arrive. Hein. Tu peux la prendre en extrait sec aussi, effectivement. Ouais. En huile essentielle aussi. Elle est hyper intéressante. On passe à l'ortie ou bardane. Vous connaissez bien, ouais. Lucretia, t'as l'air de bien connaître. Pour la peau. oui, tout à fait. En général, non, c'est quelque chose. Elle a fait ses preuves sur mes patientes pour notamment la peau. Elle est reminéralisante, elle est riche en minéraux. L'ortie, incroyable. En fer aussi. Ouais. Pour le faire pendant la grossesse, elle est incroyable. Elle est très riche. Ensuite, on a la mélisse ou camomille. Oui, non. Pas vraiment pour toi, Célia. Bah pareil, c'est pas une première intention, c'est intéressant pour l'aspect système nerveux, avant de dormir, pour le sommeil, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vais donner directement pour le SOPK, le SMOP. Sur les règles douloureuses, ça marche. Oui, elle a un impact. Moi, j'ai des patients, ça fonctionne. Camomille matricaire. Ensuite, j'ai gâtillier.
Précaution. C'est entre Précaution. deux, ouais. Ah ouais, vous êtes toutes un Précaution. peu... C'est Précaution. vos progestérone, précaution, s'il y a des cancers hormonodépendants, précaution, c'est... Parce que c'est fort. Ouais, c'est quand même une plante qui est assez forte. Hein. Il y a vraiment un pouvoir presque hormonal, tu Ouais, vois. donc, ouais. Mais elle est intéressante parce qu'elle joue sur la prolactine. Ouais. Et la prolactine, c'est une hormone qui peut impacter l'ovulation. Donc, elle est importante. C'est important de régler cette problématique et Gatilier, du coup, voilà, progestérone-like, plus diminuer la prolactine, c'est sympa, mais faut être bien suivi Ouais, et faire attention. C'est ça. Ok. Et le dernier, c'est le yam ou igname sauvage. Entre deux aussi. Entre deux, toutes les Ouais. deux, mais Célia, toi, t'es Ouais, je l'aime convaincue? bien, oui, en plante adaptogène, j'aime bien. C'est une plante que je peux utiliser facilement, sans souci, ouais. Oui, Ouais, toi, tu mais aimes les attention. plantes adaptogènes. On l'a dit tout à l'heure. T'as tes préférés. Mais vu que c'est une plante progestérone-like, la plupart du temps, c'est vrai que il faut faire attention. Oui, Est-ce c'est que ça. les taux ils sont bons? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire plus de mal que de bien? Parce que du coup, ça peut créer après des hyperestrogénies. Enfin, mais elle peut être super intéressante si on est sûr de la biologie. C'est ça. En fait, les plantes, on a tendance à penser, on prend une infusion et basta, mais les plantes, elles ont beaucoup de... Comment dire? Elles ont beaucoup de contre-indications aussi. Surtout, notamment pour le cancer, les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de l'utérus, des ovaires, qui nous touchent nous ou les femmes qui sont autour de nous. Donc, à faire attention quand même. Faut pas les prendre comme ça sans accompagnement. Enfin, c'est important de faire attention. On a quand même quelques mélanges de tisanes maintenant sur sunday.fr. On peut la retrouver sur Tisane pour elle. Il y en a une juste derrière. Je recommande de les tester en tout cas parce que les paquets sont bien gros et du coup, on peut les prendre facilement, régulièrement. D'ailleurs, on a un petit code promo pour les auditrices et les auditeurs qui est valable pour la première commande sur tout le site jusqu'au 15 juillet. C'est le code à retenir. SMOP 10, SMOP 10. Comme ça, tout le monde aura bien retenu le nouveau nom. Maintenant qu'on a parlé des actifs à cibler et des domaines que la micronutrition peut déjà couvrir, qu'est-ce qu'on peut adopter dans son alimentation pour pouvoir travailler sa glycémie, son poids, etc. Voilà. Je sais que c'est vraiment Vous ça. saviez à qui j'allais demander cette question. C'est à toi, Pauline. Alors... Premier truc à faire. Déjà, j'aimerais dire avant toute chose que l'alimentation que je préconise pour mes patientes qui ont un SMOP, je la préconise pour tous mes patients. Moi, il n'y a pas un truc en particulier. Tout le monde devrait avoir une alimentation de qualité, riche en micros, etc. Mais du coup, les premières choses que je vais dire, c'est protéines. Avoir suffisamment de protéines matin, midi, soir, très important. De varier ces sources de protéines, très très important. Les oméga 3, donc pour moi, les petits poissons gras dont on parlait tout à l'heure, sardines, maquereaux, anchois, harengs, très très important, 3 fois par semaine. Des acides gras essentiels, très importants, sous forme d'huile ou oléagineux. D'avoir une variété au niveau des féculents, d'avoir plutôt des céréales complètes, avoir un peu de tubercules. L'hydratation. Ah ouais, l'hydratation. L'hydratation, la base de la base, à la base, à la base. Les gens sont déshydratés et ça, c'est vraiment problématique. Et ne pas supprimer les sucres. Donc, garder des fibres avec les fruits, les légumes, 2 fruits par jour, des légumes à chaque repas. Moi, je rajoute aussi toujours des petits fruits secs aussi parce qu'ils sont très denses en micronutriments. Et that's it, en fait. Et pour tout le monde, du coup, Et il n'y a pour tout pas le monde. vraiment Pour tout le monde. de choses à faire attention ou quoi que ce Je soit. sais pas ma vision des choses. Moi, ayant connu les troubles du comportement alimentaire anorexie, je ne suis pour rien supprimer. Et d'ailleurs, j'ai oublié les produits laitiers aussi. Pour moi, c'est un gros sujet, les produits laitiers. Moi, je suis pour les produits laitiers. Je ne veux supprimer aucune catégorie d'aliments. On va en effet s'orienter vers des produits laitiers de qualité. On va en ayant une variété sur le lait, donc vache, chèvre, brebis. Bien évidemment, il faut d'abord régler les problèmes digestifs pour pouvoir tolérer correctement les produits laitiers parce que souvent ça peut faire plus de mal qu'autre chose et ça c'est un sujet, c'est adapter aussi son alimentation par rapport aux troubles digestifs, ça peut être compliqué.
Bah justement, c'était ma prochaine question parce que T'as la vu suite comment logique de la nourriture, je t'ai apporté ça c'est sur la un plateau digestion. d'argent. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en préparant le podcast, vous deux, vous m'avez vraiment parlé pour insister, passer du temps sur les troubles digestifs. Et c'est vrai que je l'ai pas vu mentionner beaucoup, moi, dans le contenu que j'ai vu passer, sur les contenus dont je me suis nourrie. Mais j'ai trouvé quelques infos quand même dans notre e-book allemand sur le sujet d'une experte qui l'a rédigé. L'experte qui l'a rédigé, c'est celle qui a développé nos produits santé féminine chez Sunday. C'est une hormonologue. Elle dit que le lien entre l'intestin et le SOPK est très fort. Elle parle notamment de ballonnements qui sont spécifiquement listés comme des symptômes principaux du SMOP de type 2. On dit, puisqu'ils sont liés aux inflammations silencieuses. Elle parle aussi des effets secondaires des médicaments, on en a parlé un petit peu, en particulier la diarrhée, les nausées, qui sont des effets secondaires fréquents de la metformine. Elle dit aussi que les femmes atteintes de SOPK ont souvent un microbiome altéré, où le nombre et la diversité des bonnes bactéries intestinales sont réduits, ce qui entraîne une perméabilité de la barrière intestinale, souvent appelée leaky gut. Les toxines qui devaient être éliminées dans les selles passent dans le sang et ça perturbe les récepteurs à l'insuline, stimule la production de testostérone par les ovaires et favorise l'inflammation chronique. Donc ça, c'est des choses que j'entends dans tous les épisodes de podcast aussi. On me rabâche aussi que tout commence dans l'intestin et que ce serait ça les causes, presque. Du coup, pour agir sur cet axe, intestin, SMOP, apaiser le système digestif, vous ferez quoi? Peut-être, Pauline, tu veux commencer? Alors, pour moi, c'est la problématique numéro 1, qu'il y ait un SMOP ou pas, c'est l'inflammation liée au problème digestif. Et même quand les patients n'ont pas de symptômes, ils ont une problématique intestinale inflammatoire. L'inflammation diminue la sensibilité à l'insuline. L'inflammation augmente les androgènes, parce que les androgènes, il ne faut pas oublier qu'ils sont protecteurs. À la base, c'est une bonne chose d'avoir des androgènes. On tape du doigt sur les androgènes, les pauvres, mais ils sont ultra importants aussi pour la santé féminine. C'est en excès qu'ils sont problématiques. Moi, par exemple, mes androgènes, ils sont bons dans mes biologies. Mais j'ai de l'inflammation qui fait augmenter localement mes androgènes. Et l'inflammation, c'est la sphère intestinale, toujours. Pour prendre en charge des problématiques digestives, quels qu'ils soient, pour moi, c'est toujours en premier le système nerveux, apaiser le système nerveux parce que la connexion via le nerf vague est très, très important. La mastication, prendre le temps de manger, de mastiquer. Et ensuite, donner au corps la capacité digestive. Donc, avoir une bonne acidité au niveau de l'estomac, avoir une bonne fonction biliaire, avoir un foie qui fait bien son taf, avoir une bonne sécrétion enzymatique au niveau du pancréas, avoir une rate qui fonctionne bien. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est un organe qui est très, très important pour la circulation sanguine. Si on n'a pas une bonne circulation sanguine, on n'aura pas une bonne digestion. Et ensuite, on peut rééquilibrer la sphère intestinale. Si on ne fait pas pour moi tout ce travail-là au préalable, ça ne fonctionne pas. Et là, après, on part sur des actifs un petit peu plus forts, on va dire, pour rééquilibrer la sphère intestinale, mais toujours soutenir le haut, soutenir les muqueuses, la barrière intestinale, soutenir le mucus aussi, très très important, ce qu'on appelait tout à l'heure le leaky gut, donc la muqueuse, le mucus. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Tu veux rajouter un truc, Célia, ou t'es plutôt d'accord sur ce qu'a dit Pauline? Franchement, je suis 100% d'accord. Je travaille quasi de la même manière, à part que moi, j'aime beaucoup rajouter des produits fermentés. Et quand je travaille sur l'inflammation, ce que je répète toujours, c'est qu'il n'y a pas une alimentation anti-inflammatoire. Comment je travaille avec mes clientes, j'aime beaucoup savoir d'où elles viennent. Donc, c'est pas une question de racisme, de choses comme ça, mais j'aime vraiment savoir d'où elles viennent, parce qu'en fait, l'alimentation anti-inflammatoire qui nous correspond l'alimentation anti-inflammatoire qui nous correspond et l'alimentation anti-inflammatoire de nos ancêtres. Donc, par exemple, moi, je suis méditerranéenne, clin d'œil, Lucrezia. On sait que chez nous, on a énormément de bonnes épices, de bonnes huiles, etc. En mangeant comme ça, nous, on mange anti-inflammatoire. Quelqu'un qui vient peut-être plus du Nord, de Norvège, etc., va pas manger les mêmes aliments pour avoir son anti-inflammatoire. Peut-être que là-bas, la personne va mieux digérer les produits laitiers, etc. Donc, comme tu disais tout à l'heure, rien ne sert de supprimer totalement une catégorie d'aliments parce que l'alimentation anti-inflammatoire est propre à chacun. C'est pas l'alimentation qu'on va voir sur les réseaux sans gluten, sans produits laitiers, sans lait de vache, sans machin. Non, les interdits sont pas valables pour tout le monde. Donc, la sphère intestinale, elle est très importante. L'inflammation est très importante, mais c'est encore une fois adapté à chacun et c'est pas universel.
on passe peut-être à un autre sujet central du SMOP qu'on a un peu abordé, mais pas beaucoup. Je voulais juste rajouter un petit point parce que j'avais vu qu'entre 50 et 70% des femmes atteintes rencontrent des difficultés à procréer, principalement à cause des troubles du cycle menstruel qu'on a déjà bien abordé. C'est là que la médecine, elle intervient. Peut-être juste pour appuyer un peu sur les solutions ou les choses à faire du coup, quand on est en projet. Lucrétia, tu auras peut-être juste un petit conseil à nous donner ? Juste un. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà bien vu les bases et ça, c'est super important. Et c'est vrai qu'on parle des hypofertilités. Donc, ce que moi, j'aimerais bien faire passer comme message, et Célia, du coup, elle nous a raconté son vécu. Et ça, c'est ce qui est le plus important parce qu'il y a cet espoir de dire que voilà, les femmes avec les SMOP, elles peuvent tomber enceintes naturellement. Si c'est pas possible, effectivement, si ça prend du temps, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place à niveau médical, effectivement la PMA, procréation médicalement assistée, avec aussi en aide les FIV, les MIV maintenant, donc même avec la maturation in vitro, donc ça peut aller loin. Il y a plein de choses à mettre en place, l'alimentation, la gestion du stress, on l'a vu tout à l'heure, l'activité physique, pour retrouver un cycle régulier, c'est ça. Exactement, en fait, tu peux mettre des chances de ton côté, tu peux travailler sur ton ovulation, mais aussi sur la qualité ovocitaire. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai, les femmes avec les SMOP, elles peuvent avoir des cycles qui sont un peu plus anovulatoires, donc elles ovulent pas chaque mois, donc elles ont un peu moins de chances, si on pense, qu'une femme normale qui ovule vraiment à chaque mois. Et par contre, c'est pas forcément intéressant les moments de l'ovulation et à quelle fréquence tu l'as, parce que si tu as une bonne qualité ovarienne, il suffit qu'une fois. Et c'est ça. C'est bon, quoi. Et même pour revenir sur la santé intestinale, moi je dis toujours que les bébés, ils commencent dans les intestins. Si tu prends pas soin de tes intestins, t'as du mal à avoir une bonne ovulation. Parce que tout commence dans les intestins. Mais de toute façon, tu dois l'entendre dans chaque épisode, je pense. Mais tout commence dans les intestins. Et pour donner un petit message d'espoir aux femmes, on a tendance à dire oui, c'est plus compliqué pour les femmes d'avoir un enfant avec le SOPK. Mais il faut aussi se dire qu'une femme SOPK, SMOP, a sa ménopause plus tard, souvent. Parce qu'on a plus de follicules. On a plus de follicules à éliminer, si je puis dire ça comme ça. Donc en fait, nous, peut-être que notre prime pour tomber enceinte, c'est plus entre 20 et 25 ans, mais beaucoup, après 35 ans, on arrive à avoir des grossesses de qualité, pas des grossesses gériatriques comme on peut entendre. Moi, en accompagnement, j'ai énormément de femmes de plus de 40 ans qui arrivent à tomber enceinte avec un SOPK parce que justement, en fait, elles ont moins de follicules, donc moins de problèmes d'ovulation et du coup, on arrive à avoir des grossesses beaucoup plus tard. Donc, chaque corps est différent et peut-être qu'en fait, ton corps veut juste tomber enceinte plus tard. Est-ce que finalement, elle ne serait pas plus fertile justement à un moment parce qu'on accumule nos follicules? Donc, est-ce qu'une femme qui a un SMOP, en fait, elle n'est pas fertile quand on optimise les choses? Je pense que c'est ça parce qu'en fait, finalement, on attend d'une femme qu'elle tombe enceinte entre ses 20 et ses 30 ans parce qu'après 30 ans, ça ne sert plus à rien. Il y a des anomalies, c'est des grossesses gériatriques, etc. Mais c'est encore une fois enfermer la femme dans une case et pourquoi pas faire un enfant après 40 ans finalement. Pourquoi pas faire notre vie, construire notre carrière et faire notre enfant après. Et c'est peut-être ce que nous, on a besoin en fait en tant que femme SOPK. On a besoin de s'épanouir, de s'écouter. Parce que pour moi, en fait, avoir le SOPK, c'est une chance finalement parce qu'on a cette chance de prendre soin de nous, d'être dans des carrières qui nous correspondent, d'accompagner des femmes. Et notre corps, on peut l'écouter comme il y a besoin d'être écouté. Donc, faut voir ça comme une chance finalement. Et c'est peut-être pas un hasard du coup que les femmes aussi, les femmes SMOP, elles ont un AMH qui est plus élevé. Bon, on sait pas pourquoi, mais l'AMH, c'est quoi l'AMH? En fait, c'est une valeur clinique justement pour regarder la réserve ovarienne. Tu vois, donc quand tu veux tomber enceinte, c'est vrai que l'AMH, par exemple, c'est en première intention quelque chose que tu vas doser. Et puis chez les femmes, c'est naturellement plus. Et il y a des femmes qui ont un SMOP et qui n'ont pas d'AMH trop haute. Oui, aussi, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de profils hormonaux différents chez toutes les femmes qui ont un SMOP, quoi. Mais pour moi, la problématique reste vraiment l'inflammation. L'inflammation intestin. Voilà, c'est la base. Vous êtes toutes les trois et j'ai encore 3 sujets qu'on n'a pas abordés, mais je voudrais juste qu'on dise peut-être quelques idées, quelques opinions que vous avez. Donc, je vous donne un sujet chacune. On commence par Lucrétia. Le stress dans le SOPK. On en a longuement parlé, il faut le gérer. Il a un impact à niveau des androgènes, il a un impact à niveau de l'hyperinsulinisme. On peut travailler justement à niveau cohérence cardiaque avec des techniques. Il faut travailler avec la psychologie et me parler. On sait aussi que les SOPK
les SMOP, a cet impact énorme sur la psychologie féminine, sur les manques de confiance en soi. Ça peut créer un stress aussi par lui-même. Donc, il faut en parler, il faut partager. Si on baisse le stress, c'est la base de tout. Hein, ça va aller mieux. Le second, je connaissais pas du tout, mais j'ai vu sur le réseau le PCOS Belly. Je pensais que c'était lié au ballonnement. Pauline, est-ce que tu pourrais nous dire ce que moi, c'est? je connaissais pas du tout ce truc. Du coup, j'ai regardé. Mais du coup, je sais pas si on parle du ballonnement lié aux troubles digestifs ou est-ce que c'est une prise de poids au niveau abdominal qu'on retrouve dans le cas d'une résistance à l'insuline. Du coup, je sais pas. C'est vrai que moi, j'avais plus entendu endobelly pour l'endométriose, etc. Où vraiment, c'est ce ventre qui est très gonflé, mais on voit vraiment qu'il y a une inflammation. Voilà. Mais les ballonnements, ça fait quand même partie. Ça fait partie d'un symptôme de trouble digestif, potentiellement du coup une dysbiose, et donc ça montre qu'il y a de l'inflammation. Ouais. Voilà. Le dernier, c'est la santé bucco-dentaire. J'ai vu que quand on avait un SMOP, on pouvait avoir plus de gingivite, parodontie, etc. Exactement. Ce serait lié à quoi, Célia? C'est lié directement à la résistance à l'insuline. Donc ça, j'en ai fait toute une partie dans mon mémoire. C'était hyper intéressant pour moi parce que je suis directement concernée par ça. J'ai toujours eu des troubles bucco-dentaires sans comprendre d'où ça venait. Donc, les gencives qui saignent, des caries à répétition, la langue toujours chargée, toujours blanche. Et en fait, on se rend compte que c'est dû soit à un foie qui est surchargé pour la langue ou soit à une résistance à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, c'est tes cellules qui répondent plus très bien à l'insuline, au sucre. Et du coup, même sur tes dents, ça se ressent. Donc dans ta salive, elle est un peu plus acide, qui va venir abîmer ton émail, tes dents, qui va te faire des caries. Et ça va te créer aussi de l'inflammation au niveau des gencives, donc des gingivites, des parodontites, et qui peut être directement lié au SOPK et aux maladies inflammatoires en règle générale. Oui, parce que moi, j'avais plus vu que c'était l'inflammation qui jouait sur la santé bucco-dentaire plutôt que la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, ça va vraiment être pour tout ce qui est caries, etc. Okay. C'est des dents qui vont se casser, des caries, des dents qui se déchaussent, c'est ça qu'on dit, je crois. Donc ça, c'est vraiment sur ce point-là que ça joue. On peut aller voir des dentistes holistiques d'ailleurs. Ah oui. Ça existe, qui peuvent vous prendre en charge aussi un peu plus naturellement et qui prennent aussi en compte les pathologies inflammatoires pour la prise en charge bucco-dentaire. L'écosystème buccal est en lien à l'écosystème intestinal et vaginal. Ouais, c'est le microbiote par de la fil bouche, rouge, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. J'avais quand même un dernier sujet. Je ne sais pas si vous êtes très branché symbolique, émotionnel, énergétique, etc. Mais j'ai vu une vidéo d'une créatrice de contenu qui s'appelle Emma Franchi, qui avait fait une lecture, on va dire, du SOPK. J'ai fait un résumé très grossier pour qu'on aille un peu dessus, mais j'aimerais bien un peu savoir si ça vous parle, surtout les filles qui sont touchées. Elle dit que ça viendrait... En gros, elle disait que ce serait un conflit autour de l'expression de la féminité, que le corps hésiterait en fait à laisser pleinement émerger la femme qu'on est, aussi un peu associé à des projets, désirs ou aspirations inachevés, que ça viendrait aussi d'un mécanisme de protection où l'excès d'androgènes, les hormones masculines, serait interprété comme un bouclier et que le corps développerait symboliquement davantage d'énergie masculine pour faire face au monde. L'absence ou l'irrégularité de l'ovulation est interprétée comme un possible refus ou une peur symbolique de la maternité. Et enfin, en s'inspirant de la médecine traditionnelle chinoise, je sais que tu l'as mentionné un petit peu, il y aurait un excès de yang, d'action, de contrôle, de lutte, et un déficit de yin, de réceptivité, de douceur, de repos. Et le corps, du coup, serait perçu en mode survie permanent, difficulté à recevoir ou à lâcher prise, à nourrir son énergie féminine. Je vois que vous hochez toute la tête, donc peut-être que ça vous parle un petit peu. C'est un peu dur, hein, mais oui. Un peu dur, c'est-à-dire ? Je sais que pour moi, c'est des choses qui résonnent et qui sont littéralement liées à des traumas que j'ai pu vivre. Et je me reconnais vraiment... Enfin, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de EMDR, etc. pour essayer de comprendre. En fait, j'étais vraiment en conflit avec mon corps. Et je voulais comprendre pourquoi j'avais le SOPK. Pourquoi j'avais cette punition. Pour accepter, aujourd'hui, je sais que c'est pas une punition. Je sais que j'en suis très fière de l'avoir.
Du coup, ouais, c'est un peu dur d'entendre ça, de se dire, ok, ouais, c'est littéralement lié à mon histoire, à mon passé. Et bon, c'est la femme que je suis aujourd'hui, donc c'est cool, mais ouais, ça me parle totalement. Moi, j'avais plus lu que c'était en lien avec la relation que l'on a avec notre père. Et c'est vrai que du coup, l'expression des hormones, j'aime pas les appeler comme ça masculines, parce que les androgènes, c'est aussi féminin. C'est très, très important, encore une fois, pour la santé féminine. Mais la surexpression de ces hormones-là, quand on prend la place du père ou quand on doit prendre la place de l'homme, finalement, et porter peut-être un peu tout sur ses... Moi, pardon. Ça va. Attendez. Ça va aller. Attendez, c'est sûr que ça va passer? C'est bon, ça va. Je vais mettre à pleurer. Désolée. Déjà, c'est dur quand t'as parlé. Moi, je suis là, ah ouais. Pardon, Mais du coup, j'ai ça perdu prouve mon papa, que donc c'est très... même si on a une maladie, on va dire physique, physiologique, il peut toujours en fait venir de quelque chose. C'est un peu comme un déclencheur, une étincelle, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois dans toutes les maladies et dans tous les épisodes de podcast. J'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui peut déclencher. Et quand vous êtes consultante, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi votre propre vécu pour essayer de comprendre aussi et d'écouter ces personnes-là qui arrivent, qui sont du coup rejetées, on va dire, par des médecins et tout. Donc, il faut aussi vous former, j'ai l'impression, à écouter ces personnes-là et à pouvoir donner des solutions qui soient concrètes pour qu'elles aient un chemin à suivre pour ne pas s'arrêter, quoi. Ça fait partie de nous. C'est comme trouble du comportement alimentaire. Ouais. Ça fait partie de nous, ça fera toujours partie de nous. Et nos traumas, c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui. Oui, et clairement. rien n'arrive... Enfin, en tout cas, je pars un peu loin, là. Mais pour moi, rien n'arrive par hasard. Et personnellement, même si j'ai eu une histoire un petit peu difficile, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu tout ça. Et je suis très, très reconnaissante. Et on est fiers aujourd'hui même d'avoir ce SMOP parce que sans ça, on serait pas là aujourd'hui. On serait clairement pas là aujourd'hui. C'est ça, franchement, ouais. Et ça nous donne aussi une empathie et une écoute tellement plus active avec les clientes et les femmes en fait, qu'on accompagne au quotidien que c'est une force en fait, qu'on a eue finalement. Mais si c'est tombé sur nous, c'est pas pour rien. Exactement. Bon, on va terminer en beauté et en fun. Je vais sortir. Mais tout, non, mais c'est bien pour leur entertainment. Voilà. C'est trop cool. Je sors mon ultime liste, donc vous pouvez sortir vos pancartes. Tout pour le buzz ici, mon Dieu. Moi, j'ai pas de pancarte, j'allais chercher ma pancarte. Ma pancarte émotionnelle. Bon. Oh là là. Du coup, j'aimerais que vous confirmiez les choses que j'ai encore vues sur les réseaux, des conseils cette fois-ci, pour me dire si c'est plutôt vrai, vous le donniez vous aussi, ou plutôt pas, et ce serait faux dans ce cas-là. Comme ça, on va en dernière ligne droite avec vraiment des actions concrètes peut-être que les personnes peuvent prendre ou ne pas prendre du coup. La première, c'est s'exposer à la lumière naturelle le matin. Oui. Tout est clair. Petit-déj, salé. Oui et non. Pas forcément salé, mais protéiné. Mais un peu ouais. pas Protéiné. juste protéiné, Ouais. c'est Ouais. ça le plus important. Ouais. Petit-déj, entre 25 et 40 grammes de protéines. Combien 25-40 grammes. 20, c'est ce déjà que j'ai bien. lu. 40, c'est énorme. 40, c'est énorme le matin. La Ouais. femme absorbe Ouais. 30 grammes de protéines. Combien max, tu hein. recommanderais, toi, Pauline 20 minimum. 20, minimum. ok. Et il 40, faut, c'est beaucoup. encore une fois, il faut qu'il y ait la capacité digestive de digérer des protéines. Parce C'est que ça. sinon, tu vas avoir des gaz qui puent, quoi. Ah, super. Ne pas boire de café à jeun. Oui. Pas vraiment non plus. Toi, Oui, je trouvais pas juste. Vous dites aussi vrai. Oui, vrai. Boire du café avec modération. Ah oui. Oui. Pas trop. C'est quoi pas trop
3 1, tasses 2 par jour, trois- toujours accompagné d'un verre d'eau. 3-4 tasses par jour max. Toi, c'est Oula, parce que ok, t'es en ouais. Italie. Je bois même pas de café. Personnellement, j'étais pas d'accord. Hein. Ah ouais, Enfin, toi, non. pas de... Enfin, pour moi, c'est un max par jour et ça dépend des contextes. Parce que moi, j'ai beaucoup de patients qui sont full anxiété, angoisse, Ouais. troubles digestifs, troubles du sommeil. C'est vrai. C'est pas de café. C'est vrai. Ah non, non, non. Mais non, Mm. c'est plutôt selon les recommandations. Je crois que c'est 3-4 max, Ah. etc. Mm. Mais c'est D'accord. vrai que c'est toujours adapté. Ah Et ouais, ça ouais. dépend Trois, du quatre, c'est coup énorme. de la personne. Ça dépend de la bah oui. personne. Et Oui, oui, surtout, après le petit déjeuner. Hmm. Toujours. Toujours. Et sinon, boire des infusions et du thé vert. Oui. Oui, pas vraiment, ça change pas grand-chose. Si, mais toujours à contextualiser de thé vert à longueur de journée, même un peu c'est un carence en fer. Ouais, c'est ça. C'est Ça pas dépend. forcément très intéressant. Infusion, on va dire, Ouais, c'est tu peux. bien. Si tu choisis des plantes qui Voilà. sont intéressantes. Là, j'ai que des combinaisons. Prendre du myo-inositol plus du zinc. Oui. Prendre du magnésium plus vitamine D. Oui. Oui, oui. On l'a vu tout à l'heure. Il faut combiner renforcement musculaire HIIT et pilates. C'est un peu spécifique en termes de- Bah, c'est tout ce qui est marqué. Hein, moi, j'ai repris juste les phrases des posts Une activité Insta. physique, ça suffit. Marcher déjà. Oui, 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 oui. oui. Bien. Hmm. Tout le monde ne peut pas faire de sport, hein, donc... Ça fait beaucoup d'activités. Oui, un peu. c'est ça. ça. Hit, pilates, machin. Voilà, Ouais. c'était très spécifique. Ah non. On l'a entendu plusieurs fois, il faut faire 10 000 pas par jour. Toi, tu dis faux directement, Ah oui. Pauline? C'est. Encore une fois, pour avoir connu les troubles du comportement alimentaire, avoir une injonction comme ça Oui. où il faut faire. Bah non, en fait, déjà. Moi, je Est-ce qu'on recommande. peut faire Déjà, est-ce qu'on peut Hmm. Moi, je dis toujours à mes patients 5 000 pas par jour. 5 000 par jour, c'est déjà très bien. C'est fait après 40 minutes de marche. Hmm. C'est bien, Bouger, ok. quoi, marcher, C'est enfin, ça. rester en Même mouvement. s'étirer, Oui, mobilité, même juste. C'est Ouais. con, hein. Ouais. C'est. pardon. Sautier Enfin, c'est le bête, matin, excusez-moi. faire son petit drainage lymphatique avec des pas Exactement. possibles. C'est déjà très très bien. Exactement. 10 000 pas par jour. c'est Mm. Par le Ouais, temps ouais. aussi. Ouais, ouais, faire ouais, voir ouais. le temps. Oui. Moi, perso, j'ai mon tapis de marche sur mon bureau, donc c'est Ouais. très pratique. Et t'habites Paris en plus. Et donc, j'habite en vrai- Paris, exactement. Mais sinon, il faut avoir le time. Hein. Hmm. C'est clair. Ensuite, j'ai marché 15 minutes après les repas. Oui, c'est intéressant. C'est Pour intéressant. la résistance à l'insuline, c'est cool. Ouais. Ok. Glycémie. Pour les femmes en surpoids, une perte de poids modérée de 5 à 10% est vivement conseillée car elle suffit souvent à améliorer grandement la sensibilité à l'insuline. Là, tu l'avais dit tout à l'heure, mais du coup, faux. Bon, en soi, Toi, c'est vrai sur le bah, papier. C'est vrai sur le Ouais, papier. c'est ça. J'aime pas dire ça aux femmes. C'est Ouais. C'est réducteur. Enfin, Ouais, c'est. voilà. C'est pas C'est le premier truc à culpabilisant, faire, C'est quoi. ouais. C'est en fait c'est améliorer la santé va permettre au corps de perdre du poids mais naturellement Oui. quand on est sur une obésité. Parce qu'on part sur des régimes, des choses drastiques. Hmm. Non, parce qu'on peut perdre du poids. Ouais, non, je vais pas dire que c'est très simple de perdre du poids, mais on peut perdre du poids. Mais quel poids on va perdre? Du muscle, de l'eau, et on va reprendre quoi derrière? Est-ce qu'on va être en carence? Et c'est Mm. compliqué de perdre C'est du ça, poids. c'est C'est compliqué pour les femmes de perdre du poids, notamment qui ont un SMOP, parce qu'il y a des dysrégulations hormonales, digestives, et c'est compliqué. Hmm. Ensuite, on repasse sur le sport, c'est soulever lourd. Plutôt créer du muscle, je dirais. Musculation, quoi. Ouais. Créer Renforcement du muscle. musculaire. Pas Mais il soulever faut- lourd, mais créer du muscle. Il faut une surcharge progressive pour créer du muscle. Ouais. Hmm. Donc, moi, du coup, je sais pas vous, mais moi, je fais de la musculation. Du coup, quand je vais dans l'espace femmes, je vois les femmes, justement, qui restent avec leur petit poids. Les poids sont pas très Et tu hauts. leur dis- Ouais, et j'aimerais leur dire, allez les girls, là, soulevez, on peut le faire. Exactement, et surtout sur le fessier, on travaille beaucoup le fessier. Allez-y en fait. Et après, toujours être accompagné d'un coach, ça je recommanderais toujours pour bien faire le mouvement. Mais ouais, il faut y aller, c'est important. Pour le SOPK, pour la santé féminine en général, pour s'approcher bien de la quarantaine, la C'est ménopause. ça. Ouais. L'ostéoporose. Ouais, Lutter trop contre important. l'ostéoporose, c'est hyper Santé important. cellulaire, très important. Limiter le sucre seul. Oui. Toi, tu dis faux tout de suite. Ah, c'est un peu que tu vois comme la perte de poids. Tu vois, c'est un peu. Non, ça dépend du contexte. Tu manges un fruit tout seul, t'as pas de problématique en soi de gestion de sucre. C'est ok quoi. Ensuite, c'est privilégier le régime low carb. Mm. Avec régime, ça pose problème. Tout le monde Ouais. dit faux, ouais, Ouais, c'est non. juste le mot régime. Mais puis même, c'est un
surtout où on parlait d'optimiser l'ovulation, la fertilité, il faut pas oublier que les ovaires, ils sont très dépendants de l'apport en glucides et de la fonction thyroïdienne. Les deux, ils ont besoin, on a besoin de glucides, quoi. Justement, le prochain, c'était privilégier les glucides complexes. Oui. Je sais pas ce que c'est un glucide complexe. Les céréales semi-complets, les amidons, les pommes de terre, etc. Si ça peut t'aider, pas tout ce qui est trop raffiné, tu vois, les choses qui sont trop blanches. Glucides simples, fruits, par exemple. Ensuite, il faut manger méditerranéen. Ça dépend de revient, mais oui. Ouais, c'est clair. Je suis bretonne, mais je dis oui quand même. On a la meilleure, la meilleure non, mais on a énormément d'épices anti-inflammatoires, de bonnes huiles, de bonnes graisses. Une variété Bien d'aliments servi. aussi, Ouais, tu voilà. vois. Il faut arrêter les produits laitiers classiques. Là, je te regarde, Pauline, parce que t'as dit non tout à l'heure. Pauline, dès qu'elle entend arrêter, limiter, Ouais. non. Ensuite, c'est éviter le sucre, le fructose, les boissons sucrées, les glucides raffinés, la malbouffe, la charcuterie, les excès de viande rouge, les graisses trans, les édulcorants artificiels. Vous dites faux toutes. Mais Toi, parce que c'est vraiment, moi, je reviens aussi sur ce que tu as dit, toi, et moi, c'est aussi mon approche. C'est faux. Enfin, ça ne sert à rien de trouver quelque chose de restrictif, ça ne sert à rien de supprimer des aliments. Tout a sa place dans un contexte. C'est le problème. Le problème peut se poser quand il y a une exagération, quand il y a trop. Ensuite, arrêter le tabac et l'alcool. Plutôt vrai. Ouais, pour moi, là, il n'y a pas de nuance. Moi, je peux pas être pour, personnellement. Donc. Pour moi, ça reste des drogues. Qu'on le veuille ou non, l'alcool, c'est horrible pour les hormones, pour l'inflammation. Pour tout. Pour tout. Enfin, c'est horrible. La cigarette, c'est cancérigène, il faut le rappeler. C'est quand même important de dire que c'est cancérigène. C'est une forme d'addiction. Donc, On arrive à la fin presque. Il faut faire de la méditation ou du jour la ligne. C'est pas qu'il faut, mais ça peut être intéressant. Si c'est quelque chose qui t'a fait du bien, qui t'aide à te canaliser, à gérer ton stress, pourquoi pas après. Non obligatoire. T'es pas obligé. Lumière rouge le soir. Ah oui. Moi, j'aime bien. Ah oui. Vous avez toutes. Vous avez ça? Ah oui. Oui, bien sûr. Les moi, je sais plus le matin. à la maison. Ouais. Et ça sert à quoi? Ça apaise le système nerveux, ça aide à la détente avant de dormir. C'est vraiment. Ça aide à la production de la mélatonine, comme ça tu peux essayer de. Ça hydrate tes cellules et donc du coup tes cellules fonctionnent mieux. Et si tes cellules fonctionnent mieux, tu produiras plus d'énergie. Si tu produis plus d'énergie, ton corps va bien fonctionner. C'est la machine. C'est un cercle vertueux. Exactement. Dormir avant 23h. Ah oui. Oui. Dites plutôt vrai. C'est important, ouais. Ça Avoir change assez tout. de sommeil, suffisamment de sommeil, la base. Mais avant 23h, c'est impressionnant. Moi, mes patients, ils me le disent. Ça change interne, tout. Magnifique. Ouais. On arrive à la fin de l'épisode. J'avoue qu'on a donné plein de choses. On a vu plein de trucs. Mais vraiment, si on devait juste mettre un post-it aux filles qui sont atteintes du SMOP, qu'est-ce que vous mettrez sur le post-it de ces femmes? Trop dur, il y a trop de trucs. Là, il y a autant de SMOP que de femmes. Donc, je peux pas donner un conseil. Mais tu veux Trop un dur. conseil global ou tu veux genre Écoutez un ce podcast. message? Non. Encore une fois. Faites-vous accompagner par une bonne team. Ah ouais. Et surtout une team, pas une personne, une team. Pour avoir plusieurs avis, que les gens discutent entre eux. Si toi, ton problème, c'est plus digestif, va vers quelqu'un qui est spécialisé en digestif. Si ton problème, c'est la fertilité, va vers quelqu'un qui est en fertilité. Mais fais-toi accompagner avec une bonne équipe de praticiens. Ouais. Pour moi, c'est la base. Et puis les conseils, voilà, me parler. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce qu'on t'a dit que tout allait bien que tout va bien. Tu peux demander un autre avis. Exactement. Il faut toujours parler, s'écouter. Et savoir investir en soi. Ça, c'est un truc que je demande tout le temps. Parce qu'on sait investir pour les autres, on sait écouter les autres, mais parfois, quand c'est pour nous, on le fait pas. Donc oui, un suivi de bien-être naturel, ça coûte cher. C'est un investissement. Les compléments alimentaires, c'est un investissement. Mais un super code promo. C'est un investissement. Mais c'est un investissement qui est nécessaire pour notre longévité et pour notre vie en règle générale. Il faut savoir se faire passer en priorité. C'est ultra important. Trop d'accord. En tout cas, merci pour votre honnêteté, votre authenticité. Je pense que ça peut vraiment aider les personnes
qui nous écoutent ou qui avaient peut-être perdu un peu espoir jusque-là, de voir qu'on peut réussir à bien vivre et à être bien dans sa peau en ayant le SMOP. On peut dire maintenant peut-être que... Je sais pas si ça existe, un SMOP club, tu vois. Ce serait le moment de le créer. En tout cas, on peut toujours faire partie de vos communautés sur Instagram. On mettra tout en description et à l'écran pour que vous puissiez suivre toutes ces femmes qui sont autour de moi. On n'oublie pas non plus le petit code pour la première commande SMOP 10 qui est jusqu'au 15 juillet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je pense qu'on pourra y répondre facilement. Avec plaisir. En tout cas, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur YouTube, il n'y a pas de souci, on vous lira. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas non plus à le partager ou à en parler autour de vous. Voilà, c'était un peu le message qu'on voulait dire. Et comme on dit dans la langue de Shakespeare, sharing is caring. Prenez bien soin de vous jusqu'au prochain épisode avec Sonne Natural et on vous embrasse. À très bientôt, ciao. À bientôt. Ciao. Petite question bonus avant qu'on parte, c'est quoi vos compléments du moment? Ce que vous prenez en ce moment? Magnésium, vitamine D, rhodiola, équilibre de cycle. Et toi, Célia? Chardon-marie, berbérine, les Digésine. enzymes digestives Digésine. et flora essentielle. Moi, c'est un truc un peu spécifique en ce moment, mais tyrosine, magnésium, B9, pectine. Ah ouais. C'est celui-là qui est un petit peu spécifique. Zinc, that's it. Trop bien. Merci pour... Merci à toi. Merci à toi. Qu'est-ce que tu prends en ce moment? moi, j'ai pris le minimum là en ce moment. J'ai juste magnésium, L-théanine, vitamine B et le Migra complexe. Ok. Excellent. Merci à toi pour ce podcast. Ouais. Et de mettre en lumière Merci. le SOPK. Merci Oh beaucoup. oui, merci beaucoup. Merci.